Bienvenue donc à notre émission, notre deuxième émission de Labo Côte d'Ivoire. J'espère que vous nous suivez dans les quatre coins du monde. Nous allons donc recevoir d'ici quelques petites minutes notre invité que vous connaissez déjà très bien, le docteur Boga Sako. Je lui disais donc bienvenue donc à notre émission hebdomadaire, voilà, avec le docteur Boga Sako Gervais. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à notre émission le Labo Côte d'Ivoire, diffusé donc chaque semaine sur Jacques Roger Show Afrique 2050 Radio. Ici, on ne commande pas simplement donc l'actualité. On passe donc en laboratoire. Et ce samedi encore, l'actualité politique ivoirienne est dense et brûlante à l'approche donc du scrutin de octobre 2025. Avec moi, comme toujours, le docteur Bogassako Gervais, président donc de la FIDOP, enseignant, chercheur et défenseur infatigable donc des droits de l'homme et de la démocratie. Docteur Bogassako Gervais, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Jacques Roger. Je salue tous nos téléspectateurs, nos amis et frères de la diaspora, de la Côte d'Ivoire et du monde entier, surtout nos frères panafricanistes aussi, qui suivent de très près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais bien, grâce au divin. Voilà, je crois que c'est ce qui est plus important. Avec lui, on va débattre dans quatre sujets majeurs de l'actualité aujourd'hui. La marche donc, du Front commun, annoncée pour le 2 août 2025 à Abidjan. Ensuite, le deuxième segment, la candidature de M. Domelo, menace ou stratégie pour l'opposition. Troisième sujet rapide, c'est donc le quatrième, toujours le quatrième mandat de M. Ouattara vers une officialisation ou un recul. Nous avons déjà le point de vue du docteur Bouga, mais je ne sais pas si cela a évolué, ça m'étonnerait d'ailleurs. Et en quatrième partie, la proposition de la FIDOP pour un report du scrutin, donc de 3 à 6 mois. Est-ce que cela est tenable? Alors, nous démarrons donc très rapidement par rapport donc, à la marche donc, du Front commun du 2 août 2025. Alors, quel est le message? Donc, la question que nous allons poser à Dr Bogasako, que signifie cette mobilisation annoncée à Abidjan dans le contexte actuel, Dr Bogasako? Oui, d'abord, il faut dire que celui qui parle, celui qui analyse cette actualité, c'est un défenseur des droits de l'homme. Et en cette qualité-là, je ne peux que saluer l'opposition ivoirienne qui prend là une bonne initiative, celle de manifester légalement, conformément aux règles des droits de l'homme nationales et internationales. Car à la vérité, ce sont au niveau international des principes universels à ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de manifestation. C'est précisément l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui prescrit effectivement que toute manifestation pacifique est autorisée, est légale, est légitime. Et puis, voilà. Donc, les autorités du pays ne doivent en réalité qu'encadrer. Mais on ne se limite pas qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 20. Il y a également, comme si la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des juristes qui ont quand même fait le projet de constitution du 8 novembre 2016, l'article 20 de cette même constitution-là encore prévoit la liberté de manifester pacifiquement. Et donc, je salue l'opposition ivoirienne qui a pris cette initiative-là parce que, en d'autres circonstances, il y en a qui ont pris les armes contre voilà, ce qu'ils ont estimé comme un pouvoir rigide, voyez-vous. Et donc, je voudrais appuyer l'opposition et l'encourager à aller toujours vers cette voie qui est pacifique. L'opposition n'a pas dit qu'elle va aller solliciter des rebelles, va monter une rébellion. Elle a dit qu'elle va marcher pacifiquement pour exprimer son mécontentement. Ayant donc salué cela dans un premier temps, j'ai deux observations inquiétantes. Deux observations inquiétantes. D'une part, de la part des militants du RHDP et d'autre part, de la part de l'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord commencer même par la réaction de monsieur le procureur. Je crois que, vous savez, ce qui garantit l'état de droit, ce qui garantit la sécurité de tout citoyen dans un état de droit,
c'est l'indépendance de la justice, la crédibilité de la justice. J'avoue que les dernières sorties du procureur de la République m'inquiètent pour ce qui est de l'impartialité de la justice. Vous voyez, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque les événements de 2010 devaient aboutir à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, le procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, il s'était comporté d'une façon partisane. Pourquoi? Les faits, les violations des droits de l'homme n'étaient pas encore commises lorsqu'il avait déjà pris parti. Il avait sorti une série de communiqués menaçant M. Laurent Gbagbo de partir du pouvoir, sinon il allait le faire arrêter. Vous voyez, alors que, en tant que procureur qui poursuit à charge et à décharge, on devrait d'abord voir que les crimes soient commis ou que les faits soient commis avant de pouvoir déployer l'appareil judiciaire. Cela me fait penser un peu à ce qui est en train de se passer. J'entends ici et là, monsieur le procureur de la République, près du tribunal d'Abidjan, qui a sorti quelques communiqués, en rappelant d'ailleurs les cyberactivistes, en rappelant d'abord les mesures, les dispositions prises contre les cyberactivistes, pour dire que tous ceux qu'on parlerait ainsi, dans un sens ou dans un autre, qui seraient incendiaires, seraient poursuivis. J'entends aussi dire que oui, maintenant on est prêt pour ouvrir les procès de 2020. Ah, chers amis, vraiment, vous voyez, ces coïncidences-là montrent clairement le parti pris du procureur de la République, ce qui est un peu gênant et dommage pour la crédibilité de la justice. C'est comme si la justice, en tout cas le procureur avait choisi son camp et il faisait tout pour intimider, pour effrayer l'opposition, pour faire reculer l'opposition. Et ça ne garantit pas les principes d'un état de droit. Ça devient inquiétant. Par exemple, bon, je sais que dans ces procédures-là, des événements de 2020 qu'il entend juger, ça me concerne, mais j'ai entendu par exemple 4 ans, 5 ans, il n'y a jamais eu de procès. Tout ça, c'était pour intimider. Aujourd'hui, ça tombe mal et c'est gênant pour notre appareil judiciaire, notre système judiciaire. Je voudrais vraiment demander qu'on fasse un peu attention pour ne pas avoir un parti pris. Sinon, ça devient inquiétant pour tout le monde dans la République. Et Voilà. d'ailleurs, je termine là-dessus pour dire que le deuxième élément d'inquiétude, c'est qu'avec cette posture du procureur, mais les militants du RHDP, ça donne à cœur joie. Maintenant, ils ont commencé à sortir à visage découvert pour certains, à visage masqué pour d'autres, en menaçant carrément l'opposition. Le 2, rendez-vous dans la rue. Bon, entre ceux qui respectent la loi, qui disent qu'ils vont faire une marche pacifique, ils informent l'autorité. Et ceux qui les menacent en disant rendez-vous dans la rue, mais qui devient dangereux pour la paix sociale. C'est à monsieur le procureur d'aviser. Et j'ai dit. Voilà, merci beaucoup, docteur Bougassako. Selon vous, le message donc, de l'opposition est donc adressé au régime ou à la communauté internationale? Je parle de la marche. Mais l'opposition prend à témoin toute la communauté nationale et internationale. Nous sommes tous interpellés là. Parce que ils veulent faire les choses dans la transparence. Ils ont donné leur rendez-vous, je crois que du côté de Ibis, hein, sur la voie de Koumassi, là où de Makori, et puis jusqu'à, voilà. Donc, c'est des choses qui sont claires. Et puis, c'est autorisé. On a vu les gilets jaunes ici. On a vu ici aux États-Unis. Donc, vraiment, quelqu'un qui veut marcher, c'est quelqu'un qui veut agir légalement et pacifiquement. Voilà. Et je pense que ce que l'État doit faire, c'est d'encadrer pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Mais vouloir menacer, intimider, et puis donner l'occasion aux partisans du pouvoir de les menacer, ça présage de quelque chose qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais demander à l'appareil judiciaire de nous aider à garder la paix dans le pays. Merci. Après ce que vous aviez dit, hein, et puis le propos donc, de Maître Blessy qui dit la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire, mais c'est la liberté après d'expression qui pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah oui, c'est une très belle formule. Maître Blessy fait bien de faire le jeu de mots. La liberté d'expression semble garantie, mais la vérité, c'est la liberté après l'expression. Quand vous avez fini de vous exprimer, ouais, c'est ce que nous avons vécu. Chaque fois que nous étions sur les plateaux de télé, tu es là,
sur le plateau de télé, mais tu ne sais pas à quelle sauce tu seras mangé. Donc, quand tu parles après, dès que tu finis l'émission, il faut chercher à te faufiler parce que tu ne sais pas qui t'attend dehors. C'est ça la psychose de notre pays et c'est dangereux pour la République. C'est pour cela que je voudrais vraiment demander à nos autorités judiciaires vraiment de nous aider à garder, vraiment, à être à équidistance des camps, à être à équidistance des partis politiques entre le pouvoir et l'opposition. Sinon, après, on n'est plus en sécurité dans la République. Et j'ai dit. Cette manifestation ou marche peut-elle marquer, selon vous, le début d'un sursaut unitaire de l'opposition ou un bras de fer avec le pouvoir en place? Non, mais il n'y a pas de bras de fer. Parce que quel est l'objectif de cette marche? Je crois savoir que les gens ne demandent qu'un dialogue. C'est tout. Les gens ne demandent qu'un dialogue. Alors, est-ce qu'ils ont dit, allons commettre une activité subversive, allons porter atteinte à la sécurité de l'État, hein, à la sûreté de l'État? Non. Nous voulons marcher pour qu'il y ait un dialogue dans le pays. Alors, franchement, entre les objectifs visés, les objectifs affichés et la réaction en face, je suis un peu, moi-même, je m'interroge. Depuis pratiquement 2 ans, l'opposition demande au pouvoir de venir pour que nous puissions parler. Il faut qu'on se parle. Il y a les lois, mais on instrumentalise les lois, on instrumentalise la justice pour poursuivre des gens, pour enlever des gens. Il y a des encaboulés. Ça, on n'est plus dans un état de droit normal. On poursuit les gens, on enlève les gens. Il faut qu'on se parle. Et moi, au contraire, le mutisme de l'État me fait peur parce que chaque jour qui passe, j'ai l'impression qu'on s'enfonce dans l'abîme. On s'enfonce droit dans le mur. Et c'est pour cela que depuis ici, je lance cet appel-là au président Ouattara. Il est encore temps. Il est encore temps de revenir à la table du dialogue. Si vous êtes des oufouettistes, saisissez l'occasion pour venir à la table du dialogue. Parce que sans dialogue, on ne pourra rien faire en tout état de cause. Les conditions qu'il faut pour une élection objective, là, elles doivent être remplies avant l'élection. Donc, je ne sais pas par quelle magie vous allez faire l'élection là, le 25 octobre, sans que les conditions ne soient remplies. Et ça, je suis vraiment désolé. Ce ne sera pas possible. Et j'ai dit. Ça ne sert pas posé. Alors, parlons maintenant donc de la candidature de M. Don Melo. Au moment où on parle donc de l'union donc de l'opposition, il y a donc une autre candidature qui se dessine, c'est la candidature de Don Melo. Une fragilisation, certaines personnes parlent du PPACI, ou donc, selon vous, une lutte de l'opposition. Alors, je pense que nous devrions aller vite sur ce sujet. Mais 2 observations. Je ne sais pas si entre M. Don Melo et l'attitude de son parti, je devrais condamner un camp ou l'autre. Parce que, vous savez, je suis très bien placé pour analyser à froid et puis comprendre les deux parties. Je comprends les deux parties. Et quelque part, les deux parties ont raison. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Pourquoi je dis que le PPACI a raison? Le PPACI a raison de rester fermé parce que le contexte n'est pas normal. Le contexte n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système où toutes les conditions sont réunies et puis M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible ou bien alors il est fatigué mais il s'oppose à ce que des jeunes, plus jeunes que lui, rentrent en liste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un contexte, j'allais dire, de bataille pour des conditions électorales objectives, démocratiques. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez quoi, mais si on était dans un système normal, alors là, chapeau, chapeau, M. Dombulo. Mais le système n'est pas normal. Excusez-moi, qu'il m'excuse, le président Gbagbo de dire ça comme ça, mais le vieillard de Laurent Gbagbo est encore en train de lutter. Du haut de ses 83, non, de ses 80 ans, il est encore en train de lutter. Donc, si vous êtes des partisans de Laurent Gbagbo, c'est maintenant là il faut mouiller le maillot. Parce que si les conditions étaient réunies, que tout était appelé, Laurent Gbagbo donne des consignes, il soutient un candidat, celui-là peut aller très loin dans l'élection, peut-être même gagner l'élection. Mais les conditions ne sont pas réunies. Et pire, lui-même encore, à son âge, on lui fait une injustice grave. Donc il s'est dit, il est encore au front.
Pendant qu'il est encore au front, comment peut-il être heureux de savoir qu'un de ses proches, un de ses lieutenants de très longue date est en train de venir dévoyer la lutte? Voici où le PPACI et Laurent Gbagbo n'ont pas tort de se braquer et de rester fermés vis-à-vis de l'attitude de M. Dombello. Maintenant, quand je réécoute M. Dombello, quand il parle de candidature de précaution, vraiment, vous voyez, c'est ça un peu la dialectique et tout. Et c'est l'intellectuel qui analyse, quoi. Mais dans sa thèse aussi, il n'a pas tort. Il se dit, bon, parce qu'il inquiète le Dombello. Il dit, bon, nous, on est dans une stratégie de jamais, plus jamais de chaises vides. Bon, notre champion n'est pas sur la liste électorale. Bon, on va mener la lutte pour que son nom y soit. Mais si notre lutte n'aboutit pas et qu'on est à la veille de l'élection, on fait comment? Est-ce à dire que notre camp ne sera pas au rendez-vous? Voici l'inquiétude de M. Dombello. Et moi, je pense, pour maintenant faire la synthèse, en pareille circonstance, on organise un atelier au sein du parti. On organise une séance au sein du parti. Et puis, on confronte thèse et antithèse. M. Dombello était un bon démocrate. Hein. Je me rappelle dans son passé, parfois quand il est battu par la majorité, il se retire. C'est ça la démocratie au sein du parti. Sinon, tu démissionnes. Et donc, il eût fallu organiser en interne, pas une convention, mais une séance de rencontre au niveau d'une instance. Ça peut être un secrétariat général, ça peut être, ils ont plusieurs instances là-bas. Et puis, on confronte la thèse et on le confond, ce camarade-là. Et puis, il s'est pris. Et puis, en ce moment, tout le parti est soudé. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu en interne, ça a été fuité et puis ça a fait du grabuge. En résumé, ce que je peux dire, c'est que les Ivoiriens attendent beaucoup de la classe politique euh, euh, en général et de l'opposition en particulier. Parce que ça fait quand même 15 ans que toutes les libertés sont bâillonnées, que tous les droits de l'homme sont bâillonnés par le pouvoir Ouattara. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Donc, ils espèrent que l'opposition les aidera à passer ce cap-là. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux que le président Gbagbo ait appelé son jeune frère et fils, peut-être, Tidiane Thiam, pour faire bloc ensemble. Alors, je pense que tout le monde veut se focaliser là-dessus et les petits couacs de part et d'autre, à gauche, à droite, sont un peu gênants. Je pense que c'est comme ça que je vois la situation et c'est pour cela que je te prierai, cher ami et frère, de ne pas trop passer notre temps là-dessus parce que la majorité des Ivoiriens est concentrée sur ce qui va se passer d'ici le 25. Donc, il faudrait qu'on évite d'éparpiller nos forces. Voici ce que je pense. Pour un éclaircissement, cette démarche affaiblit-elle Laurent Gbagbo ou permet-elle au PPACI d'élargir, si vous voulez, son spectre électoral? Non, je pense que c'est plutôt un message que cela envoie à tous les petits candidats. Qu'est-ce que vous recherchez au fond? Est-ce que, parce que Dombello, s'il y allait, et je pense qu'il va y aller, il ira en tant qu'indépendant. Mais quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner une élection dans ces conditions-là? Ou alors, est-ce que par votre posture de candidat déclaré, vous pouvez venir lutter aussi pour que les conditions soient réunies? En fait, je pense que tout démocrate, un bon démocrate, devrait plutôt se battre pour que les conditions soient réunies avant de penser à candidater. Mais vous pensez que nous autres, là, on n'a pas d'ambition? Mais vous allez avoir des ambitions dans quel pays? Avec quel système électoral? C'est peine perdue. Il y en a qui payent les 50 millions là pour juste venir se faire voir. Mais nous, on n'est plus à ce stade-là. On voudrait que cela serve à faire avancer la démocratie dans notre pays. Et si le système est déjà verrouillé, le système est déjà vicié, à quoi jouez-vous? Venez nous aider à libérer le système afin que vous ne puissiez en profiter. Moi, je pense que ça ne sert à rien de dire je suis candidat, j'échange mes parrainages, et puis c'est pour de la figuration. Or, on n'est plus au stade de la figuration. On est au stade de faire avancer la démocratie dans notre pays et que la vraie démocratie s'applique et que le meilleur gagne. Et j'ai dit. Quand même un risque de division stratégique de l'opposition ou au contraire une tentative de pression en interne? Oui, je pense que oui, c'est les deux à la fois. On veut faire une petite pression en interne et du coup, ça se présentait comme une candidature de précaution devient un peu
une voix de discordance. Et ce n'est pas intéressant, malheureusement, je pense. D'accord, c'est pas intéressant malheureusement. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Alors, on va rapidement parler donc du troisième segment. Je pense que vous l'avez abordé à maintes reprises, hein, mais étant donné que M. Ouattara ne s'est pas encore prononcé, ça devient toujours d'actualité. Hein. M. Alassane Ouattara serait-il candidat à un quatrième mandat ou pas? Alors, la question que je vous pose, que relève, si vous voulez, le silence prolongé de M. Alassane Ouattara sur sa candidature, selon vous? Non, mais moi, je pense que lui-même, il a pris un peu la mesure. Il a pris un peu la mesure du contexte et de la situation. Et avec cette question-là, je ne peux que rapidement rappeler que lui-même, il voit ce qui se tourne dans le pays, ce qui se trame dans le pays. Et qu'en déclarant une quatrième candidature, ça pourrait mettre le feu aux poudres. Donc, c'est à lui d'aviser. Et j'ai toujours dit, une chose est d'avoir gouverné pendant 15 ans, une autre est de rentrer dans l'histoire de son pays. M. Ouattara a là l'occasion de rentrer dans l'histoire de son pays pour ne pas devenir comme un Macky Sall ou bien ne pas devenir comme un Alpha Condé en Guinée. Est-ce que vous avez l'impression que M. Ouattara veut rentrer dans l'histoire ou bien il veut encore se maintenir au pouvoir pour satisfaire les desiderata de ses militants? Non, mais dans la Côte d'Ivoire actuelle, là, il ne peut pas se maintenir au pouvoir, c'est peine perdue. Ah non, sinon c'est lui qui a donné l'expression, hein, rendre le pays ingouvernable, c'est lui. Et donc tout le monde peut copier, hein, tout le monde peut copier aussi ce qu'il dit, hein, et c'est facile de rendre un pays ingouvernable. Hein. Sauf que les Ivoiriens, ils aiment la paix, nous aimons la paix, donc on regarde ce qu'ils font là, mais eux, ils n'ont pas hésité à prendre les armes. Ils les ont prises carrément. Et donc, il ne faut pas qu'ils nous poussent à bout. Voilà, moi je pense qu'il sait très bien qu'il ne peut pas déclarer un quatrième mandat. Voilà. Et donc, je ne veux même pas m'attarder là-dessus. Et d'ailleurs, en fixant la marche au 2 août, c'est tout ça là, parce qu'on sait qu'il va parler le 6 août. Et donc, qu'ils sachent que les Ivoiriens sont debout. C'est notre pays. C'est notre pays, hein, je suis désolé. Et nous faisons dans notre pays en respectant les lois de notre pays. Je pense que, passons à la dernière question, parce qu'on a encore le temps et je pense qu'il entend. Et Alors, je dis. alors, la toute dernière question, on va nous passer à la dernière question. Est-on face donc à une stratégie d'usure ou une manœuvre de diversion, selon vous? Ces hésitations. Non, 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 il ne peut pas nous avoir à l'usure. Sauf que ce qu'il fait, c'est l'intimidation. Vous avez vu encore la sortie de son petit frère, ministre de la Défense, qui est allé dire à la sortie de la promotion des gendarmeries, oui, 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 préparez-vous pour mater toute velléité de déstabilisation. Mais c'est notre pays, on ne veut pas déstabiliser notre pays. On ne déstabilisera pas notre pays. Il a souffert assez. Mais le quatrième mandat ne marchera pas. Donc, c'est à vous de voir quoi. Et c'est à vous d'aviser. Nous, on n'a pas le temps. On ne déstabilisera pas ce pays. C'est notre pays. Parce que Ouattara, après lui, il faut qu'on vive. Voilà. Donc, on vivra. C'est tout. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, la toute dernière question, on va passer directement au dernier segment. S'il se présente, quelles seraient donc les conséquences politiques et sociales pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il Ah non. a des RDA en non conscient? Ah non, non, non. Je pense que je ne veux même pas envisager ce schéma chaos. Je ne peux pas l'envisager. Vous avez vu, c'est-à-dire que ils parlent, oui, il y a eu une désobéissance civile et tout, mais qui peut envisager ce qui adviendrait si lui se présente pour un quatrième mandat, alors qu'il ne fait rien pour que les autres soient en liste, il ne fait rien pour que la liste électorale soit révisée, il ne fait rien pour que toutes les conditions soient réunies. Ah non, cher ami, je ne veux même pas envisager ce scénario. C'est à M. Ouattara lui-même d'éviter ce scénario-là à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont là aux aguets en train de chercher, oui, terroristes. Et ils sont plus terroristes que tout le monde. Ils ont terrorisé notre pays. S'il y a des gens qui devaient répondre du terrorisme, c'est eux. Mais calmons-nous, ça vient. Voilà. Et j'ai dit. Voilà, et ça vient. Voilà, on va passer directement au dernier segment. La FIDOP préconise donc un report du scrutin de 2 à 3 mois. On se pose la question pourquoi? Et la question qui suit, hein, quelles sont donc les raisons objectives qui justifient cette recommandation donc de la FIDOP? Donc, la FIDOP a fait une réunion de crise et notre bureau, avec tous les représentants à l'extérieur, au Canada, en Italie, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, etc., on s'est tous réunis et on a analysé la situation à froid. L'argument qui ressort,
est-ce que, objectivement, si nous voulons que toutes les conditions optimales soient réunies avant l'élection, est-ce que nous avons suffisamment de temps? Est-ce que nous pouvons nous donner le temps avant le 25 octobre 2025? Donc, ce que fait la FIDOP dit, il ne faut pas que la date soit une épée de Damoclès sur notre temps. Il ne faudrait pas que la date soit une obsession. S'il y a nécessité de décaler l'élection pour que toutes les conditions soient réunies, notamment la révision, le dépoussiérage de la liste électorale, ce qu'on appelle l'audit de la liste électorale, changer la réforme de la commission électorale elle-même qui n'est plus crédible, comment dire, la RLE, la révision de la liste électorale qu'il faut faire avant, etc. Donc, pour nous, rien, aucun argument ne doit nous empêcher de réunir toutes les conditions. Une bonne élection vaut mieux que le respect d'une date dans la précipitation, avec une élection chaotique qui peut entraîner le pays dans le grabuge, dans le chaos. Je répète, la FIDOP préfère que les conditions objectives et démocratiques de cette élection soient réunies pour garantir la paix, plutôt que de courir à vouloir respecter une date constitutionnelle, alors que cela peut entraîner la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et la FIDOP dit, elle est respectueuse de la Constitution, elle est respectueuse de la loi, elle est républicaine, notre organisation, mais en même temps, si la paix, parce que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, la vie humaine est au-dessus de tout. Et donc, pour nous, rien ne doit nous empêcher de réunir toutes les conditions pour garantir la paix à cette élection à venir. C'est tout ce que nous avons fait. Maintenant, je vous assure, hein, chers amis, et c'est par là que je vais chuter. Au moment où nous faisons cette émission, en ce samedi 26, on peut encore réunir toutes les conditions avant le 25 octobre. On peut faire une RLE, c'est possible, l'argent existe, le budget a été voté. On peut encore faire l'audit de la liste électorale. En une semaine, tous les partis politiques se retrouvent avec la société civile, dans toute transparence, on revoit la liste électorale, on peut encore, mais la volonté politique manque. Et si la volonté politique vous manque, nous vous disons que la date là, elle n'est pas fétichiste, elle n'est pas un blocage. Tant que c'est pour sauver la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et j'ai dit. Selon vous, ce report serait-il bénéfique pour apaiser donc, le climat électoral ou perçu comme un moyen donc, de manipulation? Non, mais à la vérité, vous me donnez l'occasion d'effleurer un peu les opportunités, j'allais dire les conditionnalités. En général, ce genre de situation ne s'obtient qu'à la suite d'un dialogue social, un dialogue politique. C'est nous qui avons fait la Constitution, c'est notre Constitution. Si notre pays est en danger, nous nous retrouvons dans un dialogue national et puis on dit, bon, pour que toutes les conditions soient réunies, soyons sages, décalons l'élection. En ce moment-là, en décalant l'élection, qu'est-ce qu'on fait? Le président reste-t-il en poste? Est-ce qu'on met en place un gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement d'union qu'on n'a pas eu ici. M. Laurent Gbagbo a dirigé pendant 5 ans avec un gouvernement d'union et le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc, on peut le faire. Voilà. Il y en a qui sont là, ils font des petits calculs. Ah non, si on fait, si on reporte, vraiment, on s'en fout de vos postes de ministre. Nous, on veut la paix. Et c'est ce qui est important pour mon pays. Donc, donc concrètement, quelles conditions devraient être réunies pour que ce report serve réellement, Dr Boga, à la démocratie? C'est le dialogue. La seule condition, c'est le dialogue. Il faut que M. Ouattara accepte de dialoguer avec ses amis et frères de l'opposition et de la société civile. Le pays n'appartient pas au RHDP. Le pays ne lui est pas dévolu. Le pays est le pays de tout le monde. Et les lois, là, c'est nous qui les avons votées. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté la Constitution dans un référendum. Donc, par parallélisme des formes, devant la situation, parce qu'on ne peut pas aller à cette élection dans ces conditions tant que toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, de toute façon, ce n'est pas de la magie. C'est à lui de voir. Et les Ivoiriens le regardent. Moi, je pense que dans un dialogue, on peut tout obtenir et puis aller à la paix. C'est au nom de la paix que la FIDOP a fait cette proposition et c'est au nom de la paix que j'ai fait cette émission avec vous et c'est au nom de la paix que je salue tous mes compatriotes d'Abidjan et d'Afrique et de la diaspora. Merci de m'avoir reçu. Dans votre déclaration, vous avez insisté sur le rôle donc, de la CEI dans cette crise. Vous avez parlé de la non-désignation des représentants donc, du RHDP. Vous avez parlé d'interdiction
puis de l'autorisation accordée finalement à cette CEI au candidat. Ensuite, le manque de calendrier précis, hein, le refus donc de la CEI de procéder à la révision de la liste électorale. Avant certainement donc de clore, je vais vous donner la possibilité en même temps donc d'expliquer un peu tout cela de façon ramassée aux Ivoiriens qui nous suivent en ce moment. La CEI s'est disqualifiée. Elle a un parti pris. Elle est partisane du pouvoir, du parti au pouvoir. Elle doit être dissoute. C'est tout. Tout simplement. Voilà. Simplement. Merci beaucoup, docteur Bogasako, pour vos éclairages, j'allais dire. Hein. Le compte à rebours est lancé et la Côte d'Ivoire avance entre incertitude, tension et espoir, avec donc un scrutin aux multiples enjeux. Rendez-vous donc pour la semaine prochaine, même heure. Docteur Bogasako, votre mot d'espoir pour les Ivoiriens qui vous suivent. Nous aimons trop notre pays. Et tous les sacrifices, nous sommes prêts à les faire pour notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, docteur Bogasako, et surtout portez-vous bien et bon courage. Merci.